Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de la DOC de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, INJEP. La séance d'aujourd'hui sera consacrée aux conditions du logement des jeunes. Et où, quand, comment vivent-ils aujourd'hui? Quelles difficultés rencontrent-ils dans leur trajectoire résidentielle? Et quelles sont leurs aspirations en matière d'habitat? Chaque année, le baromètre JEBA sur la jeunesse est conduit par l'INJEP et le CREDOC. L'édition 2025 fait la lumière sur les réalités résidentielles des jeunes âgés de 18 à 30 ans. Intitulé « Le logement des jeunes en 2025, accès, contraintes et aspirations, résultats du baromètre JEBA sur la jeunesse », cette édition 2025 a été coécrite par Patricia Crout, Charlotte Millot et Sarah Nedjar-Calvet du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le CREDOC, et Amélie Charruot de l'INJEP. Le rapport et sa synthèse viennent d'être publiés sur le site de l'INJEP, www.injep.fr. La conférence que nous vous proposons de suivre aujourd'hui se déroulera en 2 temps. Le premier temps sera dédié aux résultats du baromètre et à la présentation de diverses situations vécues par les jeunes pour se loger. Le second temps donnera lieu à une mise en perspective de ces constats avec les leviers d'action pour les politiques publiques. Ces 2 temps seront ponctués par un moment d'échange sur la base de vos questions, questions que vous pourrez poser dès à présent en utilisant le système Q&R que vous trouverez en bas de votre écran. Aussi, dans un premier temps, nous aurons le plaisir d'accueillir Amélie Charruot, chargée d'études et de recherche à l'INJEP et co-autrice du baromètre JEBA sur la jeunesse 2025. Sur la base des résultats du baromètre, elle présentera la diversité des situations résidentielles des jeunes, tandis que le marché du logement rencontre de fortes tensions. Elle mettra en regard des critères discriminants comme le sexe, l'âge, la situation professionnelle ou encore l'origine sociale pouvant influencer le parcours résidentiel des jeunes. Suite à cette première séquence, Joachim Timothéo, chef de la mission études et recherches à l'INJEP, recueillera vos questions auprès de Charlotte Millot, directrice d'études et de recherche au CREDOC et co-autrice du baromètre sur la jeunesse 2025. Puis, dans un second temps, nous aurons le plaisir d'accueillir Thibaut de Saint-Paul, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative JEBA et délégué interministériel à la jeunesse. Il sera accompagné de Marianne Offray, directrice générale de l'UNAGE, Union nationale pour l'habitat des jeunes. Tous deux nous feront part de leur réaction face à ces résultats. Ils viendront également mettre en perspective ces constats et discuter des pistes d'action et de politique publique pour répondre aux défis du mal logement des jeunes. Cette dernière séquence sera également suivie d'un temps de questions-réponses animé par Joachim Timothéo. Avant de laisser la place à nos intervenants, je vous rappelle que les rendez-vous de la DOC sont enregistrés et seront rapidement mis en ligne sur le site de l'INJEP, www.injep.fr. Vous trouverez également sur le site de l'INJEP la bibliographie sur le logement des jeunes, réalisée par la mission documentation. Un dernier mot encore, pour remercier la mission Valorisation et Diffusion de l'INJEP, qui a organisé cet événement et en assure tous les aspects techniques. J'invite maintenant Amélie Charruot à nous présenter les résultats du baromètre JEBA sur la jeunesse, sur la manière de se loger des 18-30 ans. Je vous souhaite une bonne séance à toutes et tous. Eh bien, bonjour et bienvenue au rendez-vous de la DOC. Je vais donc vous parler de l'accès au logement des jeunes dans un contexte marqué donc, par l'augmentation des inégalités résidentielles, la persistance du mal logement et la pénurie de logements sociaux. Alors, cette présentation, elle va se structurer en 3 temps. Donc, dans un premier temps, nous explorerons les configurations résidentielles des jeunes. Où vivent-ils? Quelles sont les motivations qui conduisent les jeunes à quitter la cellule familiale ou au contraire à y rester? Dans un deuxième temps, nous examinerons leurs conditions de logement, dans quel état sont leurs logements, quelles sont leurs implications financières et sont-ils aidés pour faire face à ces dépenses?
Dans un troisième temps, nous regarderons quelles sont leurs aspirations en matière d'habitat. Où souhaitent-ils vivre idéalement? Aspirent-ils dans un idéal à être locataires ou à devenir propriétaires? Alors, les résultats présentés, ils sont issus de l'édition 2025 du baromètre GEFA sur la jeunesse. Il s'agit d'une enquête statistique annuelle qui est portée par l'INGEF depuis 2016 et réalisée par le CREDOC. Donc cette enquête, elle produit des indicateurs récurrents sur le niveau de satisfaction des jeunes à l'égard de leur vie, leur confiance dans l'avenir, leur état d'esprit et leurs divers engagements citoyens. Et chaque année, une nouvelle thématique est aussi explorée. Et pour le millésime 2025, nous avons fait le choix d'étudier l'accès au logement des jeunes. Au total, donc en mars-avril 2025, on a 4 500 jeunes âgés de 15 à 30 ans résidant en France qui ont été interrogés, donc par l'intermédiaire d'un questionnaire qui a été passé en ligne dans l'Hexagone et par téléphone dans les territoires ultramarins. Le baromètre, il a également été administré à un échantillon miroir de 1000 personnes âgées de plus de 30 ans. Toutefois, les résultats que je vais vous présenter, ils portent sur les 18-30 ans, du fait que les adolescents âgés de 15 à 17 ans sont très rarement indépendants sur le plan résidentiel. Alors maintenant que ces points méthodologiques sont clarifiés, commençons par examiner les configurations résidentielles des jeunes. L'accès à un logement indépendant, c'est une étape clé vers l'autonomie des jeunes, souvent nécessaire pour étudier, travailler ou encore vivre en couple. Donc, selon le baromètre, si vous regardez tout à droite de ce graphique, 45% des jeunes, soit près d'un jeune sur deux, vit exclusivement dans son propre logement entre 18 et 30 ans et 12%, soit un jeune sur deux, alterne entre son logement et le domicile parental. Alors, sans surprise, l'autonomie résidentielle, elle progresse avec l'âge. Vous pouvez en effet voir sur ce graphique que 63% des 25-30 ans vivent uniquement dans un logement indépendant contre 30% des 18-24 ans. L'autonomie résidentielle, elle progresse également avec l'entrée dans la vie professionnelle, l'installation en couple, et elle varie aussi en fonction du sexe. Les jeunes femmes résidant plus souvent que les hommes dans un logement indépendant de manière permanente. Mais à cette période de la vie, la cohabitation familiale, elle demeure répandue. Elle concerne 4 jeunes sur 10. Donc, dans le détail, on a 31% qui résident uniquement chez leurs parents, 5% qui partagent leur temps entre le domicile parental et celui d'un autre membre de leur famille, et 6% qui vivent uniquement chez un membre de leur famille autre que leurs parents ou leur partenaire. Alors cependant, eh bien, ces trajectoires résidentielles, elles sont loin d'être linéaires chez les jeunes. Elles peuvent être rythmées par des allers-retours au domicile familial. Donc, dans le baromètre, un quart des jeunes vivant actuellement et exclusivement dans un logement indépendant sont déjà retournés vivre chez leurs parents. Alors, ce va-et-vient, il concerne notamment les étudiants et les étudiantes, ainsi que, et plus encore d'ailleurs, celles et ceux qui résident en résidence étudiante. Par ailleurs, parmi les jeunes qui vivent uniquement avec leurs parents, au moment de l'enquête, un tiers ont déjà vécu dans un logement indépendant par le passé. Alors, si l'on regarde l'ensemble de ces jeunes qui ont connu ces allers-retours, on découvre que 24% sont retournés chez leurs parents à la suite eh bien, de la fin d'une année scolaire, d'un stage ou de leurs études. Et la deuxième raison la plus souvent évoquée, ce sont les ruptures amoureuses ou les situations de deuil. Et elles concernent 18% des jeunes et plus particulièrement les jeunes femmes qui ont cité ce motif dans 23% des cas contre 13% des hommes. Si on se penche à présent sur la situation des 18-30 ans qui occupent ou qui ont déjà occupé un logement indépendant, il apparaît que le départ du domicile parental, quel que soit l'âge auquel il intervient, il est principalement motivé par la mise en couple, la poursuite des études ainsi que par la volonté de gagner en autonomie. Alors, vous pouvez en effet voir tout en haut de ce graphique, si vous regardez la barre orange, que 23% des 18-30 ans ont quitté le foyer parental pour vivre avec leur conjoint, conjointe ou partenaire. 23% ont quitté le domicile parental pour poursuivre leurs études et 21% pour être plus indépendants ou plus libres en termes d'horaire ou encore de tranquillité.
Des différences selon le sexe sont aussi visibles hein, sur ce graphique. Les jeunes femmes, elles sont plus nombreuses que les hommes à avoir quitté le foyer parental pour poursuivre leurs études ou pour s'installer en couple. Et de leur côté, les jeunes hommes, ils cohabitent davantage que leurs homologues féminines pour occuper un emploi ou encore pour soulager financièrement leurs parents. Les jeunes ne décohabitent pas non plus pour les mêmes raisons selon leur origine sociale. La poursuite des études, et elle est un peu plus fréquemment citée comme motif de départ par les jeunes qui sont issus des milieux favorisés. Et à l'inverse, les jeunes dont les parents sont ouvriers ou employés sont plus nombreux à avoir quitté le foyer parental pour s'installer en couple. Mais par quels moyens les jeunes ont-ils trouvé leur logement? Alors, pour répondre à cette question, nous les avons interrogés sur les démarches entreprises et l'analyse des réponses obtenues, elle révèle que près de la moitié des jeunes âgés de 18 à 30 ans, donc c'est-à-dire 47% d'entre eux, ont trouvé leur logement par leurs propres moyens. Et ce sont les jeunes femmes et les jeunes issus des milieux populaires qui apparaissent plus autonomes hein, dans leurs recherches. Donc, selon le baromètre, 52% des jeunes dont les parents sont employés ou ouvriers disent avoir trouvé leur logement par eux-mêmes, c'est-à-dire sans aide extérieure, contre 44% des jeunes de milieux favorisés. Mais l'entourage a un rôle relativement important hein, dans l'accès au logement. Le recours au réseau familial ou au réseau relationnel, il arrive en effet en seconde position, donc devant les services publics ou les associations ou les autres organismes d'accompagnement, mais aussi devant l'employeur ou encore l'établissement d'études. Ainsi, donc, on a 22% des jeunes qui disposent ou qui ont déjà disposé de leur logement qui déclarent l'avoir trouvé à l'aide de leurs proches, contre 16% des plus de 30 ans. Alors, je précise que ce soutien il est d'ailleurs encore plus marqué chez les 18-24 ans que chez les 25-30 ans. Nous avons aussi cherché à savoir hein, pour quelles raisons les jeunes qui n'ont jamais accédé à l'autonomie résidentielle eh bien, résidaient toujours chez leurs parents. Et chez ces jeunes qui ont toujours vécu au domicile parental, l'accès à l'autonomie résidentielle, elle se heurte principalement à des contraintes économiques et professionnelles, mais aussi au sentiment de ne pas être assez âgé pour partir et dans une moindre mesure à l'attachement pour la vie en famille. Alors, si vous regardez la colonne qui est tout à droite de ce tableau, vous pouvez constater que les 18-30 ans qui cohabitent avec leurs parents, ils disent dans 34% des cas attendre de trouver un emploi avant de chercher un logement. Le coût du logement et de la vie qui est trop élevé, il a été cité dans 33% des cas. Le fait de se sentir trop jeune pour partir dans 28% des cas et le fait d'apprécier la vie en famille qui peut être perçue donc, comme une source de ressources et de confort, ça a été cité dans 22% des cas. Mais avoir entre 18 et 24 ans ou entre 25 et 30 ans, ça ne renvoie pas tout à fait aux mêmes logiques de cohabitation parentale. Alors, les 25-30 ans vivant chez leurs parents, ils citent plus fréquemment des contraintes économiques ou des difficultés liées à l'offre de logement par rapport aux 18-24 ans. Et à l'inverse, les 18-24 ans, ils mettent davantage en avant des facteurs liés à l'attente d'un emploi ou le sentiment de ne pas être assez âgé pour partir par rapport aux 25-30 ans. Alors intéressons-nous à présent aux conditions de logement des jeunes. Alors lorsque les jeunes s'installent dans leur propre logement, ils l'occupent le plus souvent en tant que locataires, hein, principalement donc dans le parc privé et dans une moindre mesure dans le parc social ou en résidence étudiante. Alors je précise au passage que la demande de logements sociaux, elle demeure importante, hein. Dans le baromètre, on a 4 jeunes sur 10 qui déclarent avoir déjà déposé une demande de logement social au cours de leur vie pour eux-mêmes, mais seule la moitié d'entre eux a pu en bénéficier jusqu'à présent. L'accession à la propriété, elle est moins répandue, elle concerne 23% des jeunes et elle est vraisemblablement freinée par des coûts prohibitifs, par leurs ressources économiques limitées, voire instables, un apport personnel insuffisant, mais aussi un besoin de mobilité.
Une part plus réduite des jeunes est également logée gratuitement, donc ça concerne 6% des jeunes, et une part aussi encore plus réduite réside dans des structures d'accueil ou dans des logements provisoires non prévus pour l'habitation, comme l'hôtel, le camping ou encore un véhicule. Alors, l'examen de la situation des jeunes qui vivent exclusivement dans leur propre logement, elle révèle qu'ils disposent de conditions résidentielles moins favorables, hein, que celles des plus de 30 ans. Les 18-30 ans vivent effectivement dans des logements plus petits que leurs aînés. On a 32% qui vivent dans des logements d'une ou deux pièces contre 14% des plus de 30 ans. Alors, comme vous pouvez l'observer sur ce graphique, il signale également plus fréquemment un manque d'isolation. 40% contre 34% des plus de 30 ans. 36% signalent des nuisances sonores contre 20% des plus de 30 ans. Et 21% signalent un logement en mauvais état ou insalubre contre 13% des plus de 30 ans. Alors, ces défauts et ces nuisances, hein, du logement indépendant, elles sont encore plus marquées chez les 18-30 ans qui partagent leur temps entre le domicile parental et leur propre logement. Donc, les inégalités de qualité résidentielle entre les jeunes et leurs aînés, elles s'expliquent sans doute par plusieurs facteurs, hein. D'abord, comme nous l'avons évoqué, les jeunes disposent de ressources économiques plus faibles et plus instables, qui les contraignent sans doute à occuper des logements plus exigus et parfois plus dégradés. Ensuite, les moins de 30 ans, eh bien, ils sont moins souvent propriétaires, hein. Ils ont donc moins la possibilité d'investir dans la rénovation de leur logement. Et enfin, leur mode de vie, généralement plus urbain, contribue probablement à leur surexposition aux nuisances sonores ainsi qu'à la taille plus réduite de leur logement. Au-delà des conditions de logement des jeunes, nous nous sommes intéressés aux dépenses que les jeunes consacrent à leur logement. Donc, dans le baromètre, plus de la moitié des jeunes occupant exclusivement un logement indépendant estiment que leurs dépenses de logement représentent une charge importante. 43% les jugent lourdes, 11% très lourdes et 2% insurmontables. Alors, le sentiment de contrainte budgétaire, il est plus prononcé donc, chez les jeunes au chômage, ainsi que chez les étudiants et les étudiantes sans activité professionnels. Les locataires, ils se sentent aussi plus contraints que les propriétaires. Et la perception de la charge financière, elle est également différente en fonction du sexe, hein. Les jeunes femmes, elles ressentent plus fortement le poids des dépenses de logement. Alors, plusieurs facteurs peuvent contribuer à cet écart entre les hommes et les femmes, hein. Rappelons que les femmes disposent en moyenne de revenus plus faibles, qu'elles accèdent plus tôt à l'autonomie résidentielle et qu'elles sont plus fréquemment à la tête de familles monoparentales que leurs homologues masculins. Donc, face à ces contraintes budgétaires, le rôle de l'entourage, entendu comme étant la famille, les amis ou les autres proches, est apparu déterminant, hein, sur le plan financier. Dans le questionnaire du baromètre, nous avons demandé aux jeunes s'ils avaient été aidés donc, financièrement par leurs proches pour donc, le déménagement, l'achat d'équipements, les travaux, l'assurance du logement, le dépôt de garantie, le loyer, les frais d'agence ou encore pour l'apport concernant les propriétaires, pardon. Donc, parmi les 18-30 ans qui occupent un logement indépendant, hein, que ce soit de manière permanente ou en alternance avec le domicile parental, les formes d'aide les plus courantes, elles concernent donc le déménagement, comme on peut l'observer sur ce tableau, puis l'achat d'équipements. Et chez les jeunes locataires, 35% déclarent avoir été aidés pour le dépôt de garantie, 32% pour le loyer et 22% pour les frais d'agence. Mais ces soutiens financiers qui sont donc bien plus fréquents, comme on peut voir, hein, sur ce tableau chez les 18-24 ans, renforcent les inégalités dans la mesure où les jeunes issus des milieux favorisés sont bien plus aidés que celles et ceux des milieux modestes, et ce pour tous les postes d'aide considérés. Alors, à titre illustratif, on a dans le baromètre 4 jeunes locataires sur 10 issus de familles favorisées qui ont reçu une aide de leurs proches pour le loyer, contre seulement 2 jeunes locataires sur 10 issus de familles modestes.
Enfin, et je terminerai cette présentation en évoquant les souhaits des jeunes en matière d'habitat, donc qu'ils aient ou non quitté la cellule familiale, les jeunes ont été interrogés sur la localisation idéale de leur logement, sur le type de logement souhaité, c'est-à-dire habiter dans une maison ou un appartement, ainsi que sur leurs idéaux en matière de statut d'occupation du logement, être propriétaire ou locataire. Et les réponses obtenues montrent qu'indépendamment du sexe, les 18-30 ans préféreraient dans l'idéal habiter dans une grande ville ou dans sa périphérie, tandis que les plus de 30 ans aspirent à un cadre de vie moins dense, comme les villes petites ou moyennes, ou encore les villages ou la campagne. Et à titre d'exemple, vous pouvez voir sur cette diapositive que 33 des 18-30 ans préféraient idéalement vivre dans une grande ville contre 14% des plus de 30 ans. Donc cet attrait pour les grandes villes est les plus marqué chez les cadres, chez les étudiants et étudiantes sans activité professionnelle, et il est un peu plus marqué chez les jeunes célibataires sans enfants, ainsi que chez les jeunes issus des milieux favorisés. Le lieu de résidence actuel, il influence aussi fortement ses préférences, hein. Nous avons effectivement constaté que les jeunes se projettent plus facilement dans un cadre de vie proche de celui qu'ils connaissent déjà. En outre, la jeunesse, elle se caractérise aussi par une appétence marquée, hein, pour la mobilité résidentielle qui est comparable entre hommes et femmes. On a 20% des 18-30 ans qui préféreraient idéalement changer de région de résidence contre 14% des plus de 30 ans et 15% qui souhaiteraient habiter à l'étranger contre 6% des plus de 30 ans. Cette aspiration à la mobilité, elle est plus fréquente, hein, chez les moins âgés de l'échantillon, c'est-à-dire les 18-24 ans, chez les jeunes vivant chez leurs parents ou hébergés par de la famille, et plus particulièrement chez celles et ceux qui alternent entre leur propre logement et le domicile parental. La maison individuelle, elle constitue l'idéal, hein, résidentiel des jeunes, tant chez les femmes que chez les hommes, hein. 68% des 18-30 ans préféreraient idéalement vivre dans une maison plutôt que dans un appartement. Et ce souhait, il s'affirme un peu plus chez les jeunes en emploi, chez les jeunes issus des milieux modestes, ainsi que chez les jeunes qui vivent déjà dans une maison. Enfin, l'aspiration à devenir propriétaire, elle est tout aussi forte, autant donc chez les femmes que chez les hommes. 71% des 18-30 ans préféraient idéalement être propriétaires, et ce sont les jeunes en emploi et en particulier les cadres ainsi que les étudiants et les étudiantes sans activité professionnelle qui aspirent davantage à être propriétaires par rapport aux autres jeunes. Alors, ces aspirations donc à la maison et à la propriété, elles renvoient sans doute à une recherche de stabilité, mais aussi à un idéal pavillonnaire qui fait écho probablement à la réussite, voire à une certaine qualité de vie. Alors, pour conclure, les trajectoires résidentielles des jeunes, elles reflètent les inégalités qui traversent la jeunesse et sont rarement, comme nous l'avons vu, linéaires. L'accès à l'autonomie résidentielle, elle reste largement conditionnée par des contraintes structurelles, faites d'attendre un emploi, faire face au coût du logement et de la vie, encore trouver un logement adapté. Par ailleurs, leurs conditions de logement sont souvent plus instables et plus précaires, et les dépenses liées au logement pèsent fortement sur leur budget. Malgré ces difficultés, la majorité des jeunes nourrissent des aspirations claires. Elles et ils aspirent, comme nous l'avons vu, en majorité à habiter donc une maison individuelle, à devenir propriétaires, tout en restant ouverts à la mobilité et plus attirés par les grandes villes. Alors pour finir, donc je vous invite à consulter les deux publications qui viennent d'être mises en ligne sur le site de l'INGET, qui sont toutes deux disponibles et téléchargeables gratuitement. Donc la première à gauche de cette diapositive, c'est un rapport, et la seconde, c'est une publication plus concise en 4 pages intitulée «L'accès au logement des jeunes à l'épreuve des contraintes et des inégalités». Voilà, il me reste à vivement vous remercier pour votre écoute. Merci beaucoup, Amélie, pour la présentation de ces premiers résultats. Et j'invite Charlotte Millot, directrice d'études de recherche du CREDOC, à nous rejoindre pour ce petit temps d'échange sur la base des premiers résultats qui viennent d'être présentés.
d'un sujet ô combien brûlant et durablement brûlant aujourd'hui en France. Quelques minutes pour mobiliser les questions les 130 internautes qui sont en ligne et qui ont à vous poser diverses questions, notamment, je vais commencer par la première qui a été un petit peu évoquée tout à l'heure, qui est la question de la dimension un peu territoriale des résultats qui ont été présentés, des présentations globales qui a été faite, les résultats qui viennent d'être annoncés ont ce format-là. Or, il y a une question de Gérard, notamment sur la question des inégalités territoriales, de l'attractivité de certains territoires. On sait bien qu'il y a des territoires en tension sur lesquels la question du logement se pose de façon encore plus accrue et étendue. Est-ce que dans le baromètre, il y a des entrées, enfin, en tout cas des réponses à cette question liée aux inégalités territoriales, qu'elles soient intra-urbaines, je ne sais pas si Charlotte ou... Alors, tout à fait, effectivement, on a bien dans le baromètre répondu à la question des inégalités territoriales en regardant, notamment en étudiant la taille de l'agglomération de résidence des jeunes qu'on a découpée en plusieurs niveaux. Effectivement, nous savons si les jeunes vivent dans des petites villes de moins de 10 000 habitants, dans des agglomérations de taille intermédiaire, dans de grandes agglomérations de plus de 100 000 habitants ou des très grandes agglomérations de plus de 200 000 habitants. Et effectivement, là, cette présentation n'est pas axée sur les inégalités territoriales, mais dans le rapport, on trouve de nombreux éléments à ce sujet. Alors, j'ai Par exemple, sur peut-être... le statut, Tout à fait, le statut d'occupation. d'occupation, plus de propriétaires dans les zones rurales, dans la commune rurale, ce qui peut s'expliquer à la fois par un logement, enfin, des prix plus accessibles, donc un coût d'entrée dans la propriété qui est peut-être moins important que dans les agglomérations, mais aussi par une offre locative qui est plus réduite. Donc il y a moins de logements à louer, de petits logements que dans les grandes agglomérations, par exemple. Voilà. Et il y a d'autres différences territoriales, notamment sur la cohabitation parentale, qui est plus fréquente en zone rurale. Ouais, pour en citer quelques-uns, mais il y en a d'autres dans le rapport. D'accord, très bien. Est-ce que globalement sur les résultats, merci pour ces premiers éléments de réponse, est-ce que globalement sur les résultats qui ont été présentés, est-ce que pour vous, au regard d'autres travaux qui ont déjà documenté cette question de l'accès au logement des jeunes, il y a des résultats un peu qui vous ont étonné ou un peu nouveaux par rapport à ce qu'on peut déjà savoir sur le sujet, ou pas du tout? Alors, en termes de résultats novateurs, effectivement, par rapport à la littérature existante, la question des aspirations des jeunes me semble assez nouvelle et assez intéressante parce qu'elle soulève quand même des paradoxes, à savoir que les jeunes aspirent majoritairement à devenir propriétaires alors qu'en réalité, ils sont essentiellement locataires. Qui plus est, ils aimeraient dans un idéal également habiter généralement dans une maison alors qu'ils sont plus fréquemment, comme nous avons pu le voir, en appartement. Donc ça me semble assez intéressant. Après, il y a d'autres choses qui sont tout à fait pertinentes, telles que le rôle de l'entourage dans le soutien financier à l'accès au logement. On voit effectivement que pour les 18-24 ans, ce soutien, il est vraiment très important, majoritaire même, mais qu'il est aussi révélateur de fortes inégalités sociales entre les jeunes. Alors après, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui nous ont surpris? Peut-être sur les discriminations. Oui, sur les Ouais. discriminations, on a un jeune sur deux qui a un logement indépendant, enfin, qui dispose d'un logement indépendant, qui dit avoir été victime de discrimination dans le processus de recherche. Donc, ça nous paraît, enfin, voilà, ça nous a semblé vraiment élevé. La question des allers-retours aussi, le fait que ça soit des parcours un peu en pointillé, donc c'est pas parce qu'un jour on a eu accès à un logement indépendant que c'est acquis, et là encore la proportion elle est relativement élevée, c'est plus d'un tiers des jeunes qui habitent aujourd'hui chez leurs parents qui ont déjà eu un logement indépendant. Voilà. Et aussi en lien avec ce que vous évoquiez tout de suite, il y a la question de la mobilité qui était évoquée tout à l'heure, mobilité géographique, mais aussi mobilité
entre le foyer parental et puis son Oui. propre logement. Il y a aussi la mobilité, si j'ose dire, en tout cas la question des déménagements en nombre, qui sont aussi dans le parcours résidentiel, un phénomène sans doute en ce début de vie d'adulte assez nombreux. Oui. On loge ailleurs que chez ses parents, donc chez soi, mais il y a plusieurs chez soi. Oui, À la suite. Bon. il y avait la question on a posé la question du nombre de déménagements dans les 2 dernières années. Et donc, c'est 60% des jeunes qui ont déménagé au moins une fois. Donc, c'est beaucoup plus faible chez les plus de 30 ans, c'est moins de 20%. Ces déménagements peuvent être répétés. Donc, dans presque 30% des cas, 3 jeunes sur 10, ils ont connu au moins 2 déménagements dans les 2 dernières années. Et c'est particulièrement vrai pour les étudiants. Quelques questions autour des publics que vous avez étudiés et sur lesquels vous êtes revenu tout à l'heure. Une première question, je vous donne les 2 questions. Une première question sur la différence que peut-être vous avez pu faire dans les résultats entre les étudiants et les jeunes actifs, avec une interrogation au regard des difficultés financières que les uns et les autres ont à faire face, et notamment sur et face à cela, pardon, sur les aides que soit les uns, soit les autres peuvent obtenir. Est-ce que vous avez est-ce qu'il y a des résultats là-dessus dans le rapport? Et puis, toujours sur des publics spécifiques, une question de Priscille qui s'interroge sur le public qui a été interrogé. Tu es revenu tout à l'heure, Amélie, en introduction, mais sur comment dirais-je, la présence dans l'échantillon de jeunes vivant avec des conditions plutôt précaires. Voilà. Est-ce que dans l'échantillon, on arrive à capter cette population jeune très précaire du point de vue du logement, sans logement, structure d'hébergement, enfin, les taux d'hébergement d'urgence ou autres. Voilà. Alors, qui veut répondre sur étudiants et actifs? Je vais peut-être répondre à 2. Et sur la question des étudiants, effectivement, c'est une population assez singulière dans la mesure où c'est une population, comme l'a dit Charlotte tout à l'heure, très mobile. Leurs budgets sont contraints et effectivement, ils se retrouvent souvent dans des logements de taille réduite et notamment des studios. Et par ailleurs, en termes d'aide, alors c'est vrai qu'on avait une question sur les aides au logement dont ils avaient pu bénéficier. Et effectivement, les étudiants, tout comme les chômeurs d'ailleurs, c'est ceux qui ont disposé le plus d'aide au logement, de mémoire. Et c'est particulièrement élevé parce que c'est plus de 50% dans les 2 cas, que ce soit les chômeurs ou les étudiants qui disent avoir bénéficié d'une aide pour leur logement. Et sur la question de la représentation donc des jeunes qui sont logés dans des conditions très précaires, alors c'est un très gros échantillon qui permet de faire des analyses croisées, donc, dont certaines ont été présentées par Amélie, sur les jeunes qui sont logés dans leur voiture, par exemple, dans des centres d'hébergement d'urgence. On en a quand même très peu. Alors, j'ai plus exactement le chiffre en tête. Je pense que c'est autour de 1%. Voilà. Donc, ça permet pas vraiment de faire des analyses très, très robustes, puisqu'on est sur donc, une quarantaine d'individus. Donc, on ne peut pas vraiment zoomer sur ces publics-là. Là, il faudrait presque être sur des méthodes qualitatives et aller faire des entretiens avec ces jeunes. Clairement. En revanche, on peut pas capter les jeunes qui sont au chômage au moment de l'enquête. Et effectivement, c'est une population qui est particulièrement vulnérable et c'est ce qu'on démontre d'ailleurs dans le rapport. Ouais. Et peut-être une dernière petite question, parce que pour laisser la place aussi à la mise en perspective de ce résultat, dans la deuxième séquence de ce rendez-vous de la doc, est-ce que sur la qualité de l'habitat tel qu'il est occupé par les jeunes, il y a des résultats autour de particularités ou de spécificités de certains types d'habitat? On pense par exemple aux résidences habitat jeunes. Tout à l'heure, on aura sans doute l'occasion de revenir avec Marianne Offray sur ce sujet-là, mais est-ce que on a un détail du lieu on a parlé de location tout à l'heure versus les propriétaires, chez les parents ou chez soi. Est-ce qu'il y a des indications sur la nature de logement? On sait effectivement si les jeunes vivent actuellement en résidence étudiante. D'accord. Ça, on a ces éléments-là. Après, dans le détail, on ne creuse pas plus que ça
Voilà, c'était pas l'objectif effectivement principal. Après, on est limité effectivement aussi avec les effectifs dont on dispose. Et une petite dernière question sur la connaissance des aides qui peuvent être offertes aux jeunes dans l'accompagnement et cet accès au logement. Est-ce qu'il y a des points qui pourraient être mis en avant sur la connaissance, la méconnaissance des dispositifs d'aide, par exemple? Alors, la question sur les aides au logement n'était pas posée dans le cadre de cette enquête-là, mais donc effectivement, là, on n'a pas d'éléments sur la connaissance des aides. Après, on peut se dire que comme il y a à peu près 40%, plus de 40% en tout cas des jeunes qui ont demandé et qui disent avoir bénéficié d'aides au logement, la connaissance doit être assez élevée de ces aides. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je sais qu'il y a encore quelques questions en ligne, mais on ne pourra pas toutes malheureusement y apporter des réponses, mais sans doute que la deuxième partie, justement, enfin en tout cas tout de suite, mais la deuxième partie de cette rencontre apportera très certainement des éléments à ces questions qui nous ont été posées sur le chat. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation de ces travaux. Je rappelle que le rapport et le cas de page sont en ligne sur le site internet de l'INJEB, linjeb.fr. Et on va passer à la deuxième séquence et on va accueillir, pour ce faire, on peut les applaudir ici sur place. Et on les accueille à notre temps. Voilà. Et on accueille donc Thibaut de Saint-Paul, directeur de la jeunesse, d'éducation populaire et de la vie associative et délégué interministériel à la jeunesse, et Marianne Offray, directrice générale de l'UNAGE, pour cette seconde séquence un peu de réaction. Merci à vous d'être avec nous ce midi. Une séquence de réaction sur ces quelques résultats rapides, sommaires, parce que le rapport est bien plus épais et les résultats sont bien plus, je vous le concède, bien plus détaillés. Peut-être tout de suite une réaction face justement aux indicateurs qui ont été pointés, aux résultats, ou vos premières impressions ou réactions. Thibaut? Merci beaucoup. Déjà, merci pour votre invitation. Et puis, souligner que cette année encore, le baromètre Geva sur la jeunesse, il montre tout son intérêt, toute sa pertinence, à la fois sur les questions globales. Hein. C'est la principale enquête qui, en France, nous permet de suivre nos politiques publiques pour la jeunesse. Mais la partie variable, elle est là pour faire un état des lieux sur un sujet qui mérite d'être investigué, nous pousser à aller plus loin dans nos politiques publiques. Et on voit que sur le logement, cette année, c'est encore le cas. Donc merci aux équipes du CREDOC, aux équipes de l'INJEP, à Amélie Charriot pour ce travail qui est solide et qui nous engage à avancer. Et effectivement, ce baromètre jeunesse 2025 qui confirme un constat qui est partagé par tous les acteurs de terrain. Et on sait bien, hein, l'accès au logement, il constitue aujourd'hui l'un des principaux obstacles à l'autonomie des jeunes. Alors, il y a de nombreux résultats, c'est très riche, ça a été présenté. Si je dois résumer, enfin, en quelques constats, moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est tout d'abord, on voit qu'on a des parcours de logement qui sont plus tardifs, qui sont plus instables, plus inégaux. Les trajectoires résidentielles des jeunes, elles ne sont plus linéaires, hein, on le sait depuis un certain nombre d'années, et ça se renforce, hein. Près d'un jeune sur deux qui vit en logement autonome, 4 sur 10 qui vivent encore chez leurs parents, 1 sur 10 qui alternent entre les deux, et surtout 26% de ceux qui avaient décohabité qui sont déjà retournés chez leurs parents. Et donc, on le revoit dans cette enquête, ces trajectoires qui sont faites d'aller-retour importants, avec des causes qui sont très concrètes. La fin d'études ou de stages, la séparation, c'était évoqué tout à l'heure, le changement d'emploi. Et donc, autrement dit, le logement, c'est clairement un indicateur, un révélateur direct des transitions professionnelles ou personnelles de nos jeunes. Un deuxième constat qui est le poids financier du logement, qui est devenu écrasant pour beaucoup de jeunes. Là aussi, les résultats du baromètre le montrent bien. 56%, plus d'un sur deux, qui disent que leur loyer est devenu lourd ou très lourd. Et on a un taux qui monte encore pour les jeunes qui sont au chômage, pour les femmes, vous le montriez très bien, ou pour les étudiants en résidence. Troisième constat que je retiens, c'est effectivement tout l'aspect inégalité sociale. On voit que le logement
creuse très fortement les inégalités sociales. Les jeunes issus de milieux modestes, ils décohabitent souvent pour vivre en couple, mais ils ont moins accès aux garanties, au soutien familial. On sait que c'est absolument essentiel pour pouvoir bénéficier, accéder même à ces logements, hein. Ceux qui peuvent compter sur leur famille, ils sont clairement avantagés à chaque étape pour chercher un logement, pour avancer une caution, pour sécuriser une location. Et là aussi, on a un certain nombre de données très précises dans ce que vous nous avez montré qui le mettent en évidence. Et puis par ailleurs, c'était aussi souligné tout à l'heure dans la présentation, les aspirations des jeunes, elles restent très claires, hein. 71% qui souhaitent devenir propriétaires, 68% qui rêvent d'une maison, et puis beaucoup qui souhaitent vivre en ville. Effectivement, pour l'instant, ces aspirations, elles se heurtent à un marché qui est très fortement sous tension. Et donc, ces tendances, c'est aussi ce que nous montrent tous les rapports dont on dispose, en particulier les rapports du COJ, du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. Et vous savez que c'est un acteur absolument essentiel pour nous qui réunit des jeunes, des administrations, des collectivités, des associations. Et puis le rapport du CNH aussi, et du Sénat, qui montre que notre politique publique du logement, elle est diffuse, elle est peu lisible par les jeunes, souvent inadaptée. Et donc ces deux rapports qui sont parus cette année, ils ont des constats en commun. Ils montrent qu'on a une pénurie d'offres adaptées pour nos jeunes, notamment sur les petites surfaces, qu'on a un recours limité au parc social, et c'est probablement une des clés, on pourra en discuter, hein, faute d'information, de lisibilité, parfois par découragement. On a une dépendance qui est sans doute excessive au parc privé, qui est plus cher, qui est parfois de moindre qualité pour nos jeunes. Et puis surtout, et là c'est aussi sans doute un levier d'action, on pourra en reparler, une politique qui est sans doute trop éclatée, répartie entre plusieurs ministères, une multitude d'acteurs. Et donc, effectivement, on a un enjeu, probablement, avoir une politique plus globale du logement des jeunes, qui se présente aujourd'hui comme une somme de dispositifs et qui se traduit pour les jeunes par des parcours qui sont complexes, des démarches longues et puis probablement aussi du non-recours. Merci beaucoup. Est-ce que ces premiers constats, Marianne, et ces réactions, vous les partagez sans doute? Vous êtes directrice générale de l'UNAGE, un mouvement d'éducation populaire bien connu, hein, qui a fêté cette année ses 70 ans. Exactement. Un vieux mouvement Un d'éducation, vieux mouvement de jeunes. mais toujours d'actualité. Tout à fait. Voilà. Et qui d'ailleurs développe une approche bien plus globale que celle du logement autour de la question de l'habitat, mais on est au cœur de votre activité et de votre engagement. Est-ce que sur les résultats qui ont été présentés, puis les premières réactions de Thibaut, vous partagez un peu le même sentiment Je partage tout à fait, alors pas seulement le même sentiment, mais les mêmes chiffres. En fait, cette étude, elle fait émerger une jeunesse telle qu'elle est, ce qui est très intéressant d'ailleurs sur ce sujet des politiques du logement, parce que sur ce sujet logement des jeunes, chacun y projette souvent sa propre jeunesse. Et comme ceux qui y projettent leur propre jeunesse sont souvent des chercheurs, des décideurs qui sont plutôt dans les tranches hautes des CSP, ils ont tendance à y projeter une jeunesse qui va plutôt bien financièrement, qui est singulièrement étudiante, alors qu'en fait, c'est quand même que la moitié du monde hein, qui est étudiante. Le reste de la jeunesse n'est pas étudiante, elle est jeune active, on va dire, de toutes les façons qu'on peut avoir d'être jeune active. Et donc, c'était intéressant d'objectiver, de documenter ce que c'était cette jeunesse, ces jeunesses, et de lui donner une réalité un peu moins fantasmée. Et pour le coup, qui faisait émerger quand même, voilà, le fait que le CDI n'est plus la norme, qu'il y a une précarisation de la jeunesse qui se voit dans plusieurs champs, y compris celle d'ailleurs du bien-être, hein, avec quand même des indicateurs de santé mentale. Alors même, je sais que si vous avez pu justement à INGED documenter une situation contrastée sur les signes du bien-être ou du mal-être, mais en tout cas, c'est quand même globalement, nous, dans notre réseau, on voit bien que ça ne va pas forcément fort. Et donc cette santé, elle met aussi en jeu la capacité à se projeter et à aller chercher, du logement. Et puis, on voit aussi que les jeunes ne sont le sont globalement quand même, enfin en tout cas ceux qui sont dans notre réseau, ils sont très majoritairement en dessous du seuil de pauvreté et que, les jeunes décohabitants sont singulièrement plus pauvres que ceux qui décohabitent pas. Donc ça colle avec nos chiffres, ça colle complètement avec effectivement les chiffres qu'on a réussi à mettre ensemble à l'occasion de ce fameux rapport COJ-CNH, donc a été le travail de plusieurs mois où on a mis ensemble des acteurs des politiques jeunesse et des politiques logement
Et inutile de vous dire que c'était des cultures professionnelles assez éloignées, des manières d'envisager les choses assez éloignées, et que si voilà, ce rapport venait après effectivement une pile de documentation sur la question du logement des jeunes, elle a eu le mérite de faire travailler ensemble des acteurs qui n'avaient même pas connaissance de l'existence l'un de l'autre, les uns des autres. Et on a pu montrer que l'offre pour les jeunes était inadaptée, sur les territoires tendus en particulier, on l'a dit, que l'offre dédiée, étudiants, jeunes actifs, c'était en réalité 5 du logement des jeunes, dans lequel l'intégralité de la jeunesse se logeait. Donc, on pense souvent jeunes égale résidence étudiante ou égale résidence jeunes actifs, un peu moins d'ailleurs, mais c'est une toute petite partie de la jeunesse qui est, là-dedans. Et puis, on a pu aussi montrer que même quand c'était pas tendu, il y a des territoires pas très tendus, mais l'offre de logement n'est pas forcément adaptée en termes de typologie, en termes de confort thermique. Et donc, en fait, même dans des zones où le logement est accessible, le logement existant correspond pas aux besoins des jeunes. Voilà, j'ai aussi particulièrement apprécié le focus sur l'entourage, parce qu'effectivement, au-delà d'être du logement, on est un mouvement d'éducation populaire et l'entourage, voilà, c'est quelque chose qui dépasse un peu la question du logement. Et donc, l'importance du réseau, et donc comment faire quand on est un mouvement d'éducation populaire pour apporter du réseau à ceux qui n'en ont pas. Alors, on dit souvent que le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, mais pour le coup, le réseau apporté par les mouvements d'éducation populaire, c'est sans doute aussi le coup de pouce à ceux qui n'ont pas de réseau, alors que ce soit d'un point de vue hyper pragmatique sur les niveaux de loyer, ou alors sur l'accompagnement nécessaire justement à se mobiliser, à aller chercher. On a quand même dans le réseau pas seulement des établissements, pas seulement du logement, mais aussi des services logements qui aident les jeunes à s'orienter dans le paysage ultra complexe du logement des jeunes. Voilà. Et puis, un dernier point peut-être sur la question des aspirations. Alors là, peut-être plus en mode de tirage de moustache, hein, pardon, mais c'est que je trouve, c'est toujours un peu l'ambiguïté de ces baromètres thermomètres. Parce que si ça avait été un thermomètre, vous me disiez qu'il y avait de la fièvre à 38,5, je ne pouvais pas le contester. Mais le baromètre, il a aussi une dimension un peu prédictive. Et donc, du coup, finalement, dans la manière de dire que les jeunes veulent des maisons en lotissement, c'est une façon de continuer à organiser les représentations pour les jeunes et donc de leur proposer un espèce d'imaginaire qui est quand même pas forcément un imaginaire très riche. La maison individuelle, qu'est-ce que ça veut dire vouloir une maison individuelle dans un lotissement? Ça veut dire peut-être qu'on veut être tranquille, ça veut peut-être dire aussi qu'on veut faire un barbecue, et si on veut faire un barbecue, ça veut dire qu'en fait, peut-être on veut juste des amis, et que peut-être qu'il faudrait traiter cette chaîne des représentations plutôt que de juste l'intégrer comme un fait de type température. Voilà, le baromètre, il mesure la pression, mais il dit l'avenir aussi. Et donc, j'aurais trouvé intéressant, mais c'est peut-être pour la suite des travaux, de creuser un peu sur ces idéaux peut-être un peu plaqués. Voilà. Mode tirage de moustache, Non, c'est intéressant. voilà. Mais, et ça renvoie, et on passe du logement vers l'habitat. Oui, exactement, parce qu'on se loge pas seulement entre quatre murs, on se loge dans un territoire, dans une sociabilité, voilà. Et parce que après, ça organise pas mal le discours politique, hein, de dire ah mais non mais les Français ils veulent des maisons, ils veulent des lotissements. Bah, en fait, quand vous allez mesurer avec un thermomètre le bonheur en lotissement, il n'est pas forcément complètement chaud non plus ce bonheur-là, hein. Donc voilà. C'était quand on regarde en fait, quand on interroge les jeunes sur la manière dont ils vont bien ou mal dans des lieux qui sont pas du tout des maisons, qui sont pas du tout individuels, qui sont plutôt, on va dire, les fameuses résidences habitat jeunes, puisque c'est le lieu où on peut prendre ici la température, bah, en fait, eux, ils veulent de l'aide, ils veulent des amis, ils veulent quelque chose qui les contienne, ils veulent du logement de qualité. Et c'est pas forcément ce qui correspond effectivement à la maison individuelle, qui plus est, dont ils seraient propriétaires et qui occasionne aussi un coût budgétaire très important, des charges de propriété. Enfin voilà, au-delà du fantasme, il y a la réalité de ces habitats différents. Peut-être qu'il faudrait faire rêver les gens aussi avec de l'habitat abordable, collectif et accompagné. Je reviens merci de cette réaction à chaud. Vous évoquiez tout à l'heure la question, enfin, accompagner les jeunes, la question aussi de l'information finalement, comment on informe, comment on accompagne, comment le service public est en capacité aussi d'informer les jeunes sur ses aides, mais aussi sur le parc immobilier, etc. Est-ce que par exemple
vous citiez tous les deux le rapport du COJ sur le logement des jeunes. Est-ce que parmi les préconisations, je sais qu'il y en avait pas moins de 57, Oui. est-ce qu'il y en avait est-ce que vous avez accès à quelques-unes de ces préconisations sur la question justement de l'information, de la mobilisation de réseaux, celui du NAGE bien sûr, mais peut-être d'autres acteurs publics, je pense au réseau Info Jeunesse qui vient en complémentarité aussi sur les territoires informer les jeunes des dispositifs en leur faveur. Ouais, je sais pas. Oui, oui, bah, non, non, mais c'est important effectivement d'aller vers l'action. Je veux juste rebondir sur ce que vous disiez, que moi je partage. Et pour moi, c'est vraiment toute la richesse de l'INJEP. C'est-à-dire qu'on a un baromètre. Effectivement, un baromètre, ça fournit des données froides. Et par la diversité de ses équipes, notamment qualitatives, par tous les travaux qu'on peut mener en lien aussi avec d'autres collègues dans des labos de recherche, on est justement en mesure de creuser ces pistes-là. Et donc, c'est extrêmement important d'avoir ce regard aussi réflexif sur les données et sur ce qu'elles nous disent. Et donc, c'est aussi un beau savoir-faire. Et donc, je me réjouis on l'ait pointé. Alors maintenant, comment on passe à l'action? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est toujours une question compliquée. Je vais réagir évidemment plutôt avec la casquette délégué interministériel à la jeunesse que directeur de la jeunesse, éducation populaire et vie associative, même si l'éducation populaire a une place élevée. Le premier levier, justement, c'est celui que tu évoquais à l'instant, qui est celui de l'information. C'est-à-dire comment on améliore l'information et l'accompagnement des jeunes. Un jeune, aujourd'hui, il ne sait pas toujours à qui s'adresser et il y a un certain nombre de réseaux qui existent, celui de l'information jeunesse qui est effectivement proche de nous, mais les foyers jeunes travailleurs, la DIL, les crous, les missions locales, comment ces acteurs qui connaissent très bien les jeunes peuvent travailler plus étroitement sur cette question-là. C'est-à-dire qu'on voit que sur la question du logement, ils sont parfois en parallèle. Et donc, il y a des choses qui se font, c'est des acteurs qui se connaissent, mais il y a sans doute aller plus loin dans ces questions d'information. Et là, je rejoins aussi ce que disait le rapport. Deuxième levier concret, c'est effectivement cette coordination interministérielle. J'ai l'intention, au début 2026, avec la DIAL, d'organiser un temps de travail dédié au logement des jeunes, qui rassemble les acteurs de l'habitat, les réseaux associatifs, les collectivités et bien sûr les services de l'État, qu'est-ce que permet de faire cette mission interministérielle. Et effectivement, l'enjeu, c'est pas de créer un rapport de plus, il y en a un certain nombre, ils fournissent déjà, vous l'avez souligné à l'instant, un certain nombre de propositions, de préconisations, mais de faire que ces acteurs qui ne se rencontrent pas assez aient un lieu, un temps d'échange pour repartir, se mettre d'accord sur une feuille de route avec un certain nombre d'actions concrètes. Et c'est vraiment la manière dont on travaille sur un certain nombre de sujets. On est en train de le faire actuellement en interministériel sur la santé mentale des jeunes. Le prochain combat, j'ai envie de dire, ou axe de travail qu'on a identifié, c'est clairement le logement des jeunes sur lequel on veut avancer avec tous ceux qui voudront avec nous concrètement choisir des objets sur lesquels on peut faire bouger les lignes. Troisième levier, c'est aussi ce qui nous réunit ici, et c'est une de nos convictions, c'est s'appuyer sur la donnée, s'appuyer sur les connaissances, sur les études dont on dispose. Bien sûr, ce baromètre de la jeunesse, plus largement les travaux de l'INJEP en ce domaine, le rapport qu'on évoquait à l'instant du COJ, CNH, le Sénat. Tout ça constitue vraiment une base solide avec de nombreuses informations pour éclairer les décisions. Et donc l'observation, l'évaluation, la compréhension fine des parcours, et on a vraiment de nombreuses données, c'est d'une certaine manière une sorte de patrimoine collectif sur lequel on peut essayer d'avancer. Enfin, on a une cinquantaine de préconisations. Maintenant, il faut se dire comment on peut les mettre en place, qu'est-ce qui est crédible, qu'est-ce qui existe comme contrainte pour réussir à avancer. Et puis, quatrième levier, comment est-ce qu'on peut sans doute mieux soutenir le logement accompagné, les foyers de jeunes travailleurs, les résidences sociales, les solutions hybrides, par exemple, c'est des leviers essentiels pour sécuriser les parcours des jeunes, notamment les plus vulnérables, qui doivent être ceux sur lesquels on met le plus la lumière. Et effectivement, les différents rapports, ils le soulignent. On doit renforcer l'accompagnement social, mieux soutenir la rénovation, travailler sur l'offre des territoires. Il y a un certain nombre de pistes qui sont pointées par les experts, les spécialistes dont vous êtes, sur lesquels il faut que collectivement on puisse réussir à avancer. Et donc ce que montre le baromètre, et ça, nos échanges en témoignent, c'est que le logement, on n'est bien sûr pas sur un sujet annexe, mais qu'il est au cœur, et d'ailleurs il conditionne la formation, l'emploi, la mobilité, on a parlé santé mentale aussi, et donc il y a un vrai enjeu qu'on puisse ensemble poser les bases d'une politique peut-être plus cohérente sur au moins un certain nombre d'objets concrets sur lesquels on pourrait avancer. Et donc, c'est un sujet sur lequel on compte s'atteler avec les partenaires et tous ceux qui veulent travailler avec nous en 2026. Merci, Maëlle.
Des réactions à cette annonce, peut-être Marianne. À cette annonce de grande Oui. mobilisation du Vous avez- secteur. Oui, non, ce qui était au-delà de la question des 57 préconisations qui sont effectivement issues de chacun qui venait, chaque acteur venait y caler sa préconisation. Mais ce qui est intéressant plutôt, je trouve, dans ce rapport, c'est l'architecture. C'est-à-dire qu'il y a trois parties. Il y a trois parties qui me semblent dessiner en fait les trois axes sur lesquels on peut travailler collectivement et qui sont l'un, bien évidemment, la question de la production de logement. Enfin, sans production de logement, on va avoir du mal à agir sur la tension du marché. Peut-être aussi une petite remarque qui est que il faut produire de l'offre non anecdotique ou en tout cas, enfin voilà, là, c'est un petit tacle sur les questions d'innovation, c'est-à-dire qu'il faut produire massivement du logement social. Voilà. Alors après, on peut jouer effectivement sur de l'innovation au sens de l'offre intergénérationnelle, la colocation, mais c'est souvent ça qui accroche un peu l'attention des décideurs. La réalité, c'est que bon, la colocation, c'est compliqué, voilà, donc peut-être que simplement offrir une offre abordable, même pas spécialement spécialisée jeune, hein, là je suis même pas sur mon champ, mais le champ de l'intérêt général, je pense que voilà, et d'ailleurs appeler ça du logement social plutôt que du logement abordable, petite parenthèse, je pense que c'est la première préconisation. Ensuite, la deuxième, c'est agir sur les ressources. Et les ressources, on l'a peu évoqué, mais les APL ont été sacrément chamboulées ces dernières années à travers la réforme des APL, dite contemporanéisation des APL, qui a majoritairement touché les jeunes actifs, avec des baisses vraiment très importantes dans leurs revenus, y compris pour des jeunes qui avaient donc moins que le seuil de pauvreté. Donc, quand on perd en moyenne 153 € et qu'on en gagne 900, enfin, c'est majeur, hein, donc cette réforme, peut-être ce serait l'occasion de revenir dessus, hein. Même la ministre Emmanuelle Wargon avait dit que c'était peut-être pas forcément l'idée du siècle et qu'il faudrait mettre tous les jeunes étudiants, apprentis, jeunes actifs sur la même modalité des APL. Et je mentionne particulièrement cette question d'APL parce que je sais qu'elle est fragilisée en ce moment puisqu'il est question de la fondre avec le reste des minima sociaux. Et je pense que pour le coup, ce serait une erreur très importante. C'est-à-dire que l'APL doit bien rester indexée sur le logement et ne pas se fondre dans le reste des minima sociaux. Et donc la deuxième partie, voilà, était beaucoup sur ces ressources des jeunes. Déjà qui n'ont pas le RSA, déjà bon, voilà, que le CEJ, avec tous ses bénéfices, avait quand même 100 € de moins que le RSA. Voilà, et donc les ressources des jeunes, et c'est quand même une manière assez pratique de rendre le logement abordable. Je veux dire, soit on bouge les niveaux de loyer, soit on bouge les ressources des jeunes. Mais à un moment, on peut quand même jouer sur ces deux leviers pour arriver à rendre le logement abordable. Et enfin, le dernier axe, c'était sur les questions d'accompagnement, mais je parlerai plus volontiers de présence que d'accompagnement, parce que l'accompagnement, tout de suite, ça fait référence à les jeunes en difficulté, les jeunes précaires, les jeunes vulnérables. Il faut voir que dans les trajectoires de jeunesse, les moments de vulnérabilité ou les moments de précarité sont pas forcément des caractéristiques socio-professionnelles marquées avec ce qu'on disait tout à l'heure, il y aurait les jeunes qui seraient du secteur de l'hébergement et puis les autres. Non, en réalité, c'est des moments d'aller-retour aussi dans les moments de fragilité. Et donc la question de la présence, concrètement, hein, le ratio d'accompagnement qu'il peut y avoir dans une résidence habitat jeune, dans une résidence sociale, un gardien d'immeuble dans une résidence étudiante, ces questions de présence qui peut combler à la fois les questions de solitude comme les besoins en accompagnement administratif, et ben en fait, ça me demande d'interroger très précisément les modèles économiques de ces dispositifs. Qu'est-ce qui vient payer les gens qui sont dans le logement dédié, par exemple? Donc, on a engagé un travail intéressant avec l'État. La DIAL est tout à fait mobilisée sur ces questions. Mais je pense que les questions de boulons et de, voilà, à l'intérieur du moteur, là, des taux et des ratios, des chiffres à virgule, elle est absolument déterminante sur la capacité de vivre, y compris des choses très existentielles. Donc, boulons et existence doivent être gardés bien serrés pour produire de l'accessibilité au logement abordable. Je ne sais pas si ça se... Si, ça va? très clair. Boulons, existence, tout ça. Ok, On est fort en mécanique. c'est ça. Jeff aussi. Et en philosophie. En philosophie Donc, aussi. ça va. Merci beaucoup. Peut-être une question, puisque les questions ont continué à être posées, peut-être une question, il nous reste une petite minute, je crois, au timing, sur justement, alors c'était sur la question, vous l'avez un peu évoqué, Marianne, sur la question de l'intergénérationnel, donc la manière dont on aborde, peut-être avec un angle particulier et sans doute pas
peut-être accessoires, enfin, en tout cas, sans doute, ne touchons pas l'essentiel. Est-ce que sur la question de l'intergénérationnel, c'est des dimensions qui vous paraissent intéressantes aujourd'hui comme une des solutions à apporter Bah, c'est clairement une des solutions, mais bon, d'ailleurs les associations Habitat Jeune, elles déploient souvent des bouts de dispositifs qui relèvent de l'intergénérationnel. Après, c'est aussi parfois des représentations qu'on a, que des personnes âgées seraient très désireuses de voir des jeunes s'installer chez eux parce que les chambres ont été quittées par les jeunes adultes. C'est le cas plein de fois. On développe par exemple un dispositif qui s'appelle l'hébergement temporaire chez l'habitant, HTH, donc qui est un peu intergénérationnel, même si c'est pas forcément des très vieux avec des plus jeunes, mais enfin. Mais c'est vrai que, enfin, moi, ce que je critique dans l'intergénérationnel, c'est pas du tout l'effectivité du dispositif qui est réelle, c'est plutôt l'espèce de manière dont on a de s'engouffrer un peu dans l'évidence. Il y a un logement vide, il y a un jeune, ah tiens, on va faire rentrer. Bon, voilà, c'est pas si simple que ça. Et puis au bout d'un moment d'ailleurs, l'intergénérationnel, si on dit ah ce serait tellement bien que des jeunes vivent avec des plus vieux, bon ça s'appellerait le logement social aussi, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément besoin de réinventer des dispositifs spécifiques. Un immeuble de logement social, vous avez toute génération, vous avez des enfants, vous avez des différents niveaux sociaux. Donc voilà, peut-être on peut traiter aussi, on va dire, par une certaine forme de droit commun, la question intergénérationnelle. Alors après, je voudrais quand même terminer sur le fait que ça donne des résultats super et que il faut, voilà, c'est une des solutions. Il faut explorer tout ce qu'il faut explorer au vu de la tension sur ce sujet actuellement. Et donc voilà, une réaction un peu contrastée peut-être. mais, une sortie, enfin, un point de sortie vers le logement social de manière générale. Ouais. Comment? Un point de sortie sur la question du logement social, qui était aussi, que tu évoquais aussi tout à l'heure, Thibaut, sur la part trop insuffisante aujourd'hui, en tout cas trop peu étoffée du nombre de jeunes dans le parc social. Peut-être des voies à aller chercher là-dedans. Oui, mais alors, la loi Elan, elle invente l'article 109, qui est un dispositif particulier pour effectivement faire qu'on traite la question du fait que les jeunes ne doivent pas attendre d'être vieux avant d'avoir un logement social. Mais l'article 109, il confond peut-être deux choses. C'est-à-dire, il dit il faut que les jeunes rentrent prioritairement. Ça, en fait, il existait déjà le dispositif CIPLO qui rendait prioritaire la possibilité de rentrer dans le logement social. Et il se dit, tiens, les jeunes, ils sont bien dynamiques sur leurs appuis, on va leur faire des beaux précaires. Mais ça, c'est aussi des représentations qu'on a sur la jeunesse. Les jeunes, ils ne sont pas à chaque instant hein, dans un appétit démesuré de s'en aller du logement. Hein. Voilà, donc, il ne faut pas forcément traiter les questions de jeunesse sur une espèce de dynamisme qui serait associé à la précarité. Donc, voilà, l'article 109, voilà, je suis un peu dubitative sur le sujet. S'il reste le Pardon. temps pour deux phrases. Non, mais c'est important, c'est vraiment important. C'est-à-dire, si on parle d'intergénérationnel, la première chose, c'est que pour moi, on parle beaucoup d'inégalité sociale territoriale, mais sur le logement, on voit bien aussi tout l'enjeu de l'inégalité intergénérationnelle. Et on la touche aussi. Et donc, c'est ce pourquoi, sur ce type de sujet, on doit avoir une réflexion aussi qui pense ces inégalités entre générations et accès au logement, au-delà de la solution qu'elle peut représenter. Et je pense que c'est important de le rappeler, la manière dont nos jeunes aujourd'hui accèdent à un logement, en moyenne, et peut être plus complexe que d'autres générations. Et donc, c'est aussi une forme d'inégalité. Sur les solutions, moi je rejoins ce que vous avez dit. Je me méfie de ce qui apparaît comme des innovations sur lesquelles on fait de fortes communications, mais qui va toucher, qui existent localement, qui sont intéressantes, hein, mais qui finalement touchent une petite poignée de jeunes et ne règlent absolument pas la question. Sur l'intergénérationnel, bah, c'est une solution intéressante. On voit, mais comme vous l'avez dit, c'est-à-dire par nature, on a des logements qui sont plutôt chez nos aînés et sur lesquels on peut avoir un intérêt à travailler pour que nos jeunes ils accèdent à des logements. Mais ça ne peut pas être la seule solution. Et effectivement, il faut voir comment c'est travaillé. En tout cas, on a besoin, je vous rejoins, en réalité, il y a plein de sujets qui sont très techniques et moins communicationnels. Et c'est ce à quoi il faut qu'on aille. C'est regarder sur des sujets voilà, les boulots. C'est peut-être un peu moins sexy, c'est peut-être un peu moins attirant, mais en réalité, on voit bien que sur ces questions de logement, si on veut vraiment adresser le sujet des inégalités et faire avancer des questions concrètes pour les jeunes, il faut qu'on s'attelle à ces questions un peu plus techniques. Et ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange et puis pour cette mise en perspective pragmatique, politique, mais surtout qui dessine plein de perspectives pour les mois qui viennent, tant en coordination d'acteurs qu'en production aussi, de notre côté, production de connaissances sur le sujet.
J'ai tendance à dire qu'à l'INJEP, chaque fois qu'on produit un rapport, c'est une brique, un matériau de plus pour la réflexion publique et pour voilà, le débat public. Eh bien, c'est une brique supplémentaire. Il y en aura d'autres. Et donc, je voulais juste rappeler que en ligne, vous avez le rapport dont les résultats nous ont été présentés tout à l'heure, et puis le 4 pages aussi, l'accès au logement des jeunes à l'épreuve des contraintes et des inégalités, qui est en ligne depuis ce matin, et que je vous invite toutes et tous à télécharger dès cet après-midi et à en faire une lecture que j'espère nourrie et intéressante. Et puis, à titre d'information également, pour ce qui est de l'actualité de l'INJEP, nous aurons aussi, courant décembre, un nouveau 4 pages, un nouveau petit feuillet synthétique IAS sur aussi les questions de décohabitation des jeunes. Donc, on aura encore une publication à venir et qui viendra nourrir une brique supplémentaire cette réflexion. Et je vous donne également rendez-vous sur cette question du logement à la fin du premier trimestre 2026, lors d'une grande journée d'études que nous sommes en train de préparer et au cours de laquelle nous mettrons en valeur un certain nombre de rapports de recherche d'équipes de recherche que nous avons soutenues à l'INJEP sur cette question du logement, de l'accès au logement des jeunes précaires, mais moins précaires, de la colocation, en passant par l'hébergement d'urgence. Donc, on aura aussi une palette de situations qui viendront là aussi réinterroger peut-être des a priori, des outils aussi peut-être, mais en tout cas permettre qu'on puisse avancer collectivement sur ce sujet de l'accès au logement. C'est aussi l'ambition qu'on s'est à l'INJEP fixée. Donc merci encore Bravo à vous. à tous Merci. les deux. Merci à Amélie et à Charlotte Millot pour la présentation de leurs résultats. Et nous vous donnons rendez-vous à un prochain rendez-vous de la doc, courant décembre ou courant janvier. La date sera diffusée sur le site internet dans les prochains jours. Bon après-midi et merci encore à toutes. À bientôt, merci.